Salut les footeux liégeois, salut Logan. Salut. Ça va? Bien, merci. Bienvenue dans l'épisode 3 de Pleine Lucarne. On vous avait promis une surprise, elle est de taille les amis aujourd'hui. Quelqu'un de très important avec une très grande carrière. On est ici en tant que pur liégeois chez un ami d'enfance à toi, chez Al Piccolo Mundo au restaurant rue Grétry. T'es un peu à la maison en fait. C'est ça, oui, c'est quelqu'un que je connais depuis tout petit. On a grandi dans le même quartier. Et voilà, ça me tenait à cœur d'être ici parce que c'est un restaurant très connu. Ouais, c'est vrai que c'est très connu sur Liège. Et puis on est très bien reçus, il faut le dire. Voilà. Logan, 38 ans, entraîneur des gardiens à Virton, Ouais. en D1B. J'ai vu aussi que tu avais déjà passé ton UFAB. C'est ça. Ouais. Et tu as déjà fini de même entraîner, non? Ouais, j'ai fait une année au Luxembourg en D1 luxembourgeoise, ma première année en tant que coach. Puis j'ai fait une année à l'Union CGV. Ouais, on y reparlera par après. Mais j'ai vu que cette année, tu as déjà entraîné Virton, non? C'est possible? Entraîné, pardon, en tant que coach. En tant que coach. Ouais, Pas de souci, non, il n'y a pas de problème. J'ai compris entraîner les gardiens. Voilà, j'ai déjà entraîné une ou deux fois. Ouais, parce que l'entraîneur a été limogé et il fallait que je sois là. Gardien de but, ancien gardien professionnel, mais aussi ancien international belge. Alors, avant toute chose, c'est un honneur pour moi, une joie. Et c'est aussi un peu de pression parce que je rencontre quelqu'un dont je suis fan et je le dis depuis tout petit. Aujourd'hui, on va essayer que mon côté fan ne prenne pas le dessus. On va essayer. Ça va aller. Ça va le faire. Je suis aujourd'hui avec, je le dis, une légende du football belge quand même, les amis. Il faut quand même mettre les mots dessus. Merci à toi. C'est un grand plaisir. Une carrière faite de haut, mais aussi de bas. On va décortiquer ça ensemble. Quand moi je t'ai contacté, quand je t'ai eu au téléphone, la première chose que tu m'as dit c'est Pierre, moi je veux parler de tout. Je veux mettre en garde les jeunes, je veux mettre en avant ce que j'ai fait de mal aussi. Peut-être dire aux jeunes ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter. Et quand tu me parles au téléphone, j'ai vraiment eu la sensation qu'en face de moi, enfin au téléphone, j'avais quelqu'un qui avait envie de partager, envie de mettre en avant ce qu'il a vécu, aider les jeunes. Est-ce que c'est le ressenti que tu voulais me donner? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je suis arrivé à un point de ma vie où voilà, j'ai vécu énormément, comme on dit, de bons et de mauvais moments. Les bons moments, tout le monde peut les avoir, c'est facile de les vivre. Mais les mauvais moments, c'est très compliqué. Et moi, je suis passé par certains gros moments difficiles de ma vie. Et on va en parler. Et franchement, je suis arrivé à un point dans ma vie où je suis maintenant capable et armé de pouvoir parler de ça, parce que ça me tient à cœur d'aider cette jeune génération de parler de certaines choses. Quand on devient quelqu'un, une personnalité publique, on a aussi un retour et c'est pas toujours simple. Et c'est ce que tu voulais mettre en avant et aider les jeunes. C'est ça, parce que je suis arrivé, comme j'ai dit, je suis arrivé à un point de ma vie que je n'ai plus de gêne à parler de quoi que ce soit. Et si ça peut aider, c'est mon but premier de pouvoir aider ces jeunes-là à pouvoir ne plus faire les mêmes erreurs et au moins avoir une personne qui a vécu ces moments-là qui ne puisse pas le faire. Et bien on va commencer tout de suite. On va passer par ta carrière de jeune, Cherat, on en parlait un petit peu en off tous les deux, RFC Liège, et puis le Standard, c'est pas mal du tout, c'est vraiment très bien même. J'ai commencé très jeune à Cherat, puis très jeune, je suis parti après un an, je suis parti à Liège. C'était à l'époque du Grand Liège. Le Grand Liège. Ouais. C'était encore à l'époque, mais bon, il n'y en a pas beaucoup qu'on connu, je veux dire, c'était au niveau du Kinépolis. Exactement. Moi j'étais encore très jeune, mais je vois. J'ai commencé là-bas, donc c'était avec c'était l'époque de Liège qui était au Cartonnaire. Au très haut niveau. Et puis voilà, j'ai fait 8-9 ans là-bas, j'ai tout vécu avec eux, donc que ce soit les fusions, les descentes. Et puis voilà, et puis je suis parti 2 ans au Standard. Et alors j'en parle aussi pour ceux qui nous suivent depuis maintenant le début, c'est encore la preuve, les amis, les jeunes, qu'avec de la détermination, de la mentalité, l'envie, on peut arriver à quelque chose de très grand, sans vraiment dénigrer Cherat, démarrer de si bas pour arriver si haut. Elle vient d'où cette force? Je pense qu'il faut toujours démarrer de quelque part. Ça c'est certain, oui. Et moi j'ai commencé très jeune, à 4,5 ans, et puis voilà, quand vous êtes petit, bon, le talent vous l'avez. Quand étant petit, tout le monde a ce grain de folie, de talent. Et moi je l'avais, ça s'est vu plus facilement que d'autres, j'ai eu cette chance. Et après le talent, ça ne suffit pas, il faut avoir du caractère, il faut avoir de la persévérance, des objectifs, de la travail. discipline, du travail.
c'est tout un mix qui fait que je pense que le talent, bon, il faut avoir du talent, mais le reste, ça prend beaucoup plus de place dans une carrière que seulement le talent. Sans talent, on peut pas y arriver. Il y a peu de jours qui arrivent. Et on va démarrer donc par cette première photo. Je suis monté dans mes archives quand même. Ouais. Je t'en prie. Voilà. 2001. Ouais. 2001, tu rejoins Genk à l'âge de 16 ans, donc tu étais au Standard, Ouais. tu passes à Genk. Est-ce que, à ce moment-là, on parle déjà de toi comme un futur grand talent du football belge en tant que gardien? Tu avais déjà cette pression, tu ressentais déjà cela? Non, je pense pas. Pas si jeune. Bon, je suis parti très tôt. J'ai eu la chance de partir très tôt à Genk. Je n'ai fait que 2 années au Standard, 14 week-ends je pense, et je suis arrivé à 16 ans à Genk. À l'époque c'était la meilleure formation de jeunes, toujours maintenant. Ouais, j'allais dire, Toujours maintenant, c'est une des meilleures formations. Ouais, avec Anderlecht qui revient très très bien. Et voilà, donc c'était une opportunité pour moi d'aller là. Je suis arrivé là à 15-16 ans, j'ai fait 6 mois en réserve et puis je me suis retrouvé directement avec le noyau pro. Je me souviens que je crois que c'est en 99-2000, c'est l'année où moi je suis arrivé dans le noyau pro quand ils étaient champions avec Bernd Theis. C'est ça, ouais. Dagano. Alors pour certaines personnes qui nous suivent, c'est une époque, c'est une très belle époque. Ouais, et puis après, l'année d'après, j'ai eu cette chance, très jeune, à 16 ans, de faire partie du groupe et de pouvoir faire la Champions League. À l'époque, on avait l'AS Rome, le Real Madrid, hein. avec Zidane, Raoul, Figo. Oui. Raoul Figo, j'ai eu cette chance d'être sur le banc aussi, parce que le gardien a pris une carte rouge, donc j'étais le deuxième gardien à 16 ans, je crois, à l'AS Rome, donc c'était... c'est quelque chose. Lors de la saison 2003-2004, tu es prêté à Heusden Zolder pour avoir un peu de temps de jeu et tu retrouves un joueur, excuse-moi, Igor de Camargo, que tu vas par après encore rencontrer. C'est quelqu'un qui a compté pour toi, Igor? C'est quelqu'un avec qui j'ai commencé, on a commencé à Genk ensemble quand on est arrivé très jeune. Et puis on a été prêté à Heusden Zolder parce que c'était un club satellite de Genk. Et voilà, non, c'est quelqu'un après que j'ai retrouvé en Allemagne, à Mönchengladbach. Et puis voilà, et puis nos chemins se sont croisés, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai pris énormément de plaisir à jouer avec et qui est humainement. C'est un gars extraordinaire maintenant. Voilà, après, dans le football, c'est compliqué de garder contact avec tout le monde. Et chacun fait son petit bonhomme de chemin. Vous allez à gauche, à droite, il y en a qui sont de l'autre côté du monde. C'est vrai. Et voilà, chacun fait sa vie. Fin de ce prêt, tu reviens à Genk, on est en 2004, et tu me dis si je me trompe, mais pour moi, c'est le début. C'est là que tout explose, et c'est là que le train est parti et tu l'as pris en marche et ça a accéléré. En fait, il y a une transition de l'époque de Heusden à Genk que presque personne ne sait, c'est que je me suis fait les croiser au fait. Ah, ça, tu m'annonces un truc? Ouais, tu m'annonces un truc. J'ai joué contre Lokeren et il y a un joueur qui me tombe sur le genou et je me fais les croiser. Donc j'arrivais, je me fais les croiser. Très jeune, je retourne à Genk, je me fais opérer. Genk me reprend, me reprolonge mon contrat. Donc parce qu'il a confiance, puis je fais ma rééducation, je reviens, et puis c'est là que tout est lancé. 5 saisons comme numéro 1 à Genk. Avec Genk, tu fais tout, même quand tu n'es pas numéro 1, participer à la Ligue des Champions, comme on a parlé, qualification que tu pouvais faire, mais là tu étais gardien. Ouais, c'est ça. Exactement. Vice-champion. Tu pars l'année où malheureusement Genk gagne la Coupe de Belgique. C'est ça. C'est vrai aussi. Que retiens-tu de ce premier passage à Genk? Alors je dis premier passage parce qu'il y en a plusieurs, mais ce vrai passage-là. Genk, c'est le club à qui je dois tout. Je dois tout. C'est le club de mon cœur. Parce que j'ai joué de nombreuses saisons, j'ai tout connu là-bas. J'ai tout connu. Et voilà, j'ai vraiment, c'est ma formation, elle était vraiment faite là avec Guy Martin, qui est des meilleurs formateurs de gardiens en Belgique. On voit qui il a sorti. Donc voilà, c'était vraiment que des belles années pour moi et que des bons souvenirs à Genk parce que, voilà, comme j'ai dit, j'ai connu en tant que joueur, même sur le banc, ou des Champions League, on a fait des qualifications pour l'Europa League.
j'étais vice-champion, j'ai été, voilà, on a eu une saison exceptionnelle avec Faris Aboud, On parle de joueurs. Hein. Ouais, voilà, donc je parle des saisons qu'on commençait les matchs, après 15-20 minutes, c'était 3-0, on a plié. Et on perd au dernier match contre l'époque d'Anderlecht qui était le grand Anderlecht. Et voilà, non, c'est grâce à eux, à ces saisons, que j'ai pu faire ce transfert en Allemagne. Qu'est-ce que si tu as un souvenir de Genk, quelque chose que tu peux nous dire maintenant, que tu vas dire ça, je m'en rappelle, et c'est quelque chose qui m'a marqué à Genk, ce serait quoi? Oui, il y a beaucoup de choses. Je me doute, mais il y a beaucoup de choses, parce que comme j'ai dit, j'ai été élu joueur de la saison à Genk. Après, voilà, je ne pourrais vraiment pas revenir sur vraiment un souvenir, parce qu'il y en a tellement. Mais moi j'en ai un. Ouais. Moi j'en ai un, je ne sais pas si tu te rappelles de ceci. Ouais. Triste image, Ouais. entre guillemets, mais important d'en parler. 2008, tu reçois un coup involontaire de Joseph Akpala, C'est ça. qui est l'attaquant brugeois à l'époque, qui était passé l'année d'avant à Charleroi, qui avait fini meilleur buteur, très bon joueur à l'époque. Commotion, 7 minutes sans bouger sur le terrain, plus de 7 minutes. Tu t'en rappelles de tout ça? J'ai des séquelles, ça se voit pas. non, ouais, je m'en rappelle, c'est un centre sur le côté, le ballon est à mi-hauteur. Je sors les 2 points en avant et lui il vient de la tête, mais il ne me voit pas arriver. Et il me prend sur la tempe. Fini. Coma, j'ai fait, je ne sais pas, je suis resté je ne sais pas combien de temps dans le coma. Voilà, je me suis réveillé, voilà, coma, si j'étais dans le coma, vous entendez tout, vous ne savez pas réagir. Je ne sais pas réagir. Voilà, okay. J'entendais le bruit dehors, j'entendais les ambulanciers, les docteurs, ce qui là, puis d'un coup on m'a endormi. Quoi. Ouais. Je me suis réveillé le jour après. Voilà. Mais ça fait partie du football. C'est là, comme on dit, les gardiens mettent leur tête où les joueurs ne mettraient pas leurs pieds. Exactement. Voilà. Et tu as eu peur pour ta carrière? Non, je pense pas, non, peur, non. Je pense que c'est plus ma famille qui a eu peur parce que bon, quand vous voyez des images, c'était quand même assez. À l'image d'une année où Carcella aussi avait pris face à Genk aussi. Ouais, c'est ça, lui ça a été plus grave, je crois. Mais voilà, pour moi, voilà, après vous rêvez le lendemain, après, voilà, on est tellement bien suivi médicalement parlant que voilà, après c'est comme ça, ça fait partie des carrières, c'est comme ça. Ça va avec. Et en parlant de 2008, comment ne pas parler de ceci? On est obligé. Je pense qu'on est obligé de parler de ceci. Jeux Olympiques en 2008, à Pékin, en Chine. Là, on est avec l'équipe olympique, les jeunes belges. Vous finissez 4e aux Jeux Olympiques, battu 0-3 par le Brésil. C'était quand même une fierté d'avoir représenté la Belgique et d'avoir été jusque-là. Ouais, je pense que oui, parce qu'à l'époque, parler Jeux Olympiques, c'était pas encore vraiment les Jeux Olympiques comme maintenant. Pour le football, quoi. Pour le football, je crois que on est là jusqu'à maintenant, je pense. Il n'y a personne derrière moi. Aucune équipe belge qui a fait les Jeux Olympiques de football, pardon. Et non, on s'est qualifié grâce au championnat d'Europe en Hollande, qu'on a été en demi ou en finale, je ne sais plus exactement. Et puis on est parti à Pékin aux Jeux Olympiques. C'est une fierté, sur la CV, c'est quelque chose. Surtout que, comme vous avez dit, on s'est fait sortir en demi on s'est fait sortir par le Nigeria. Par le Nigeria. Et puis on avait déjà le Brésil en poule, dans nos poules, et on perd la 3e place. Exactement. C'est l'année où Messi remporte avec Agüero, Maradona entraîneur. Et alors, pour tous ceux qui nous suivent et qui n'ont pas la référence, qui n'ont pas regardé, qui n'étaient peut-être pas encore assez fans du foot, on parle quand même du Brésil de Marcelo. Marcelo qui jouait déjà au Real Madrid, Thiago Silva, Ronaldinho, capitaine et déjà joueur emblématique à Barcelone, Rubinho, Pato, c'est pas n'importe qui, enfin ça, il faut quand même dire c'était quand même quelque chose. C'était vraiment, que ce soit toutes les équipes qui étaient aux Jeux Olympiques qu'on a montré, il y avait des joueurs qui après ont explosé mondialement parlant. On a sorti en quart, je pense, l'Italie, il y avait Jovinko. Il
il y avait Zola comme entraîneur, c'était des équipes où il n'y avait pas de petits noms. Ah non, il n'y a pas de petits noms. Il y a pas de petits noms. Je suis tombé dans les articles, il n'y a pas de petits noms, ça je te le dis. C'est une énorme fierté d'avoir fait ces Jeux Olympiques. C'est pas donné à tout le monde, déjà en tant qu'athlète de faire les Jeux Olympiques. Nous, en tant que joueur de foot, on a pu le faire et d'une très belle manière. Exactement. À côté de toi, sur la photo, tu as quand même Vermaelen, Fellaini, Dembélé, Miralas, Vertonghen, compagnie. Alors je ne cite que, parce que si on prend la liste, aux Jeux Olympiques, il y avait des noms qui ont éclaté aussi en Belgique. Tom De Mul, qui pour moi n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Non. C'était les prémices de la génération dorée quand même ça. Ouais, début hein. Ouais, c'était au tout début. Après, c'est ça qui a fait un peu le tremplin pour certains joueurs aussi de franchir des caps. Je me souviens à l'époque, Vincent était avec nous, compagnie. Il avait dû partir parce qu'il partait. Il signait pas en bout. Je pense que c'est ça. Il avait dû partir parce qu'il devait faire partir en bout. Après, je pense que Lombard, je ne sais pas si Lombard était là. Non, il n'était pas là. C'est quelqu'un d'autre. Tom De Mul, c'est signe à Séville. Signe à Séville, en effet. Et pour ceux qui n'y croient pas, mais Vertonghen était numéro 10 aussi, on peut le dire. Ouais. Ça, c'est fou. C'est ça, non, il y avait des joueurs qui étaient c'est des trucs qui nous ont fait, qui ont été des vrais tremplins pour beaucoup d'entre nous. En effet. Vous aviez l'impression, toi tu sentais que ce groupe pouvait redorer l'image du football belge? Je crois qu'en faisant une demi-finale du Jeux Olympiques, vous le faites quoi qu'il arrive. Maintenant, voilà, c'est pas les générations, c'est pas l'équipe nationale belge de maintenant avec l'affluence qu'il y a. Parce que je me souviens que voilà, comme moi quand j'ai commencé en équipe nationale, c'était pas l'équipe nationale de maintenant. L'affluence n'était pas exactement la même. Voilà, chaque génération a son temps et c'est comme ça. Mais je pense que nous on a écrit l'histoire du football belge. C'est certain. Et à jamais quoi. À jamais, ça c'est sûr, c'est marqué. On passe à la photo suivante. Je fais un peu plus long quand même. On était jeunes et fougueux. Mais c'était à la mode à cette époque-là quand même. Mönchengladbach, au 1er janvier 2009, tu signes en Allemagne pour 2,5 millions. Je pense quelque chose, 2,5 ou 3 millions. Ouais, et pour l'époque, ça n'est pas grand-chose, et encore moins maintenant. Alors que, à l'époque, c'était. Voilà. Tu quittes quand même Genk en plein milieu d'année. C'était le bon moment pour toi de partir? C'est dur de dire au bon moment ou au mauvais moment, mais je pense que quand vous avez un club comme Mönchengladbach qui est au Port, c'est un club. Ça reste top 5, top 6 en Allemagne. Voilà, top 5, top 6 en Allemagne, en Europe, voilà, c'est un club historique en Allemagne, en Europe aussi. Donc voilà, ils sont venus, c'est un club qui me voulait absolument. Voilà, je pense pour moi, j'avais fait plusieurs saisons, de très bonnes saisons à Genk, et je pense que c'était le bon moment de franchir un palier. Et pourquoi l'Allemagne? Il y avait d'autres contacts? Non, franchement, non. Il y a toujours des petits contacts à gauche, à droite, mais l'Allemagne, c'était vraiment le contact le plus franc. Voilà, le plus franc, donc je pense que voilà, je ne regrette absolument pas ce choix. Et ça a fait ma carrière de passer par là. Tu as conscience à ce moment-là des attentes qui sont placées en toi? Des attentes, oui, parce que bon, je me rends compte de l'impact que Mönchengladbach a dans le football allemand. Et surtout que j'arrive là dans une situation où le club est relégable à 11 points. Ils n'avaient que 11 points, donc ils me prennent vraiment pour, entre guillemets, sauver le club. Pour aider à sauver le club, et c'est ce qu'on arrive à faire. Donc en 6 mois, j'ai été élu jour de l'année. Et c'est là que j'explose en Allemagne. Donc, après, quand vous passez à Genk, qui est un des plus beaux stades en Belgique, un stade là-bas qui fait 55-60 000 personnes. Il est officiel. Vous jouez toutes les semaines devant minimum 30, 40, 50, 60 000 quand vous parlez à Dortmund, à Schalke, à Bayern. D'accord, le Bayern avait son ancien stade à l'époque. Non, c'était déjà. Donc voilà, c'est un palier dans votre carrière. Et moi, j'ai toujours aimé jouer. Plus il y a de monde, mieux c'est pour moi. Moi, je préfère jouer devant 60 000 personnes que parler devant 50 personnes. Donc voilà, non, c'était une fierté de pouvoir porter son maillot à Gladbach, durant tes années là-bas, tu rencontres quand même des joueurs comme Dante. Dante qui va quand même jouer une demi-finale de Coupe du Monde avec le Brésil, qui va quand même gagner la Ligue des Champions par après avec le Bayern.
Reus, qu'on n'a pas besoin de présenter, je pense. Non. Ter Stegen, qui était ta doublure. On n'a pas besoin non plus de le présenter. Tu retrouves De Camargo. C'est des joueurs d'expérience, quand même des grands noms. C'était simple de jouer avec des gens pareils? Ouais, parce que je pense que les gars dans le vestiaire et tout ça, c'est des gars qui sont voilà, comme nous, on va dire. Donc après, sur le terrain, voilà, c'est des gars qui se transforment. Reus était tout jeune, il commençait à. Voilà. Il y avait Marco Marin aussi, il y avait Oliver Neuville, qui a fait la finale de Champions League contre le Real Madrid quand Zidane met la reprise de volée, qui était plus âgé que moi. Je me suis directement bien entendu avec lui et que voilà, voilà, je suis resté vraiment très bon ami avec lui. Et voilà, donc on était vraiment une bande de potes et c'était vraiment un réel plaisir de se trouver avec ces joueurs-là. On passe à la photo suivante parce que là on est quand même dans l'apogée de ta carrière et il faut aussi parler de ce moment-là. Ouais. L'équipe nationale belge. Après l'équipe nationale, donc de moins de 16, de moins de 17, moins de 18, moins de 19, les espoirs et l'équipe olympique, tu rejoins l'équipe nationale en 2007. Donc tu me corriges si c'est faux. Les dates, je pense. D'accord. Tu avais joué aussi l'Euro Espoir en 2007, tu en avais parlé. Mais c'est en 2009 que tu deviens gardien numéro 1 des Diables Rouges. Oui. Est-ce que le gamin de Cherat qui tapait le ballon, est-ce qu'il prend conscience de ce qui lui arrive à ce moment-là, du chemin parcouru? Je pense que oui, je pense que j'en parle encore aujourd'hui, c'est le summum. Arriver à porter le maillot, donc, on peut dire ce que vous voulez, que ce soit dans les bons moments, les mauvais moments, que vous avez bien joué, pas bien joué. Ça, il y a polémique surtout, donc, mais moi, le maillot, je l'ai porté. Ce soir, il était là. Voilà, qu'on me reproche quoi que ce soit. Parce que voilà, quand on parle de l'équipe nationale, on me reprochera toujours le match de l'Autriche du 4-4. Mais voilà, moi j'ai fait ce rêve d'une réalité d'avoir porté le maillot de mon pays. Et c'est une fierté que personne ne m'enlèvera. Ça, c'est super. Je l'aurai jamais. Et on parle de l'équipe nationale, mais ton premier match c'est contre la Turquie. Victoire 2-0. Clean sheet. Donc, moi je te le dis, voilà. Mais il y en a qui peuvent parler, mais... On va s'arrêter là-dessus. Non, mais voilà, c'était bon. En plus, c'était pas encore exactement la génération de maintenant. Ouais, on va y venir. Moi, j'ai joué avec, j'ai commencé avec Emile Mpenza, avec Clément, Daniel Van Buyten. C'était tout c'était pas encore la génération. C'était Aimé Antonis à l'époque, non, moi j'ai eu, je dis pas de bêtises. Toi, tu as eu 10-4-4. 10-4-4, Georges Lekens. Donc c'était pas la génération de maintenant. Moi j'ai commencé en équipe nationale. On ne jouait pas devant un stade. Il n'y avait pas cette ferveur qui a aujourd'hui. On est d'accord. Voilà, c'est comme je dis, chaque époque a ses bons et ses mauvais côtés. Mais bon, moi j'ai cette fierté de nous avoir pu jouer avec. Alors ici sur la photo, comme je montrais, on n'est pas, c'est pas le match contre la Turquie, bien entendu, c'est un autre match. Mais à côté de toi, bon, il y a quand même quelques Liégeois. Christian Benteke, Axel Witsel, Guillaume Gillet, toi, Jacques Cap, donc 4 personnes qui peuvent venir à tout moment dans le Lucarne, des amis, merci. Est-ce que vous aviez conscience de ce qui est en train de se passer avec cette génération? Est-ce que vous vous disiez, il y a un truc à faire? Quand on regarde, est-ce que je te coupe? On a quand même Eden, Kevin De Bruyne, ça met un peu la main à l'œil. En fait, ils sont arrivés, ils commencent à jouer. Quand moi, c'était pas. Voilà, c'est pas. Voilà, comme je dis, c'était pas Eden, je sais pas s'il était ami, je crois. De Bruyne, mais voilà, on savait bien, on était plus une bande de potes, on n'avait vraiment pas, voilà. On ne pensait pas ce qui était en train de devenir le football belge. Donc à l'époque, voilà, on prenait du plaisir, on savait bien que voilà, on était là, on représentait notre pays, on essayait de le représenter de la meilleure façon. Tu joues 8 matchs comme titulaire avec l'équipe nationale, donc tu es numéro 1, entre 2009 et 2010. Tu nous as parlé de l'Autriche, il y a eu des matchs contre la Turquie, la Croatie, l'Allemagne, que vous gagnez aussi l'Allemagne, je pense 1-0. Et l'Autriche, ce fameux 4-4. Ça reste quand même des grosses nations européennes, c'est pas n'importe quoi, donc le respect il doit être ici. Et comme tu le disais, moi je l'ai porté le maillot, et il faut aller le porter aussi. Voilà. C'est quand même quelque chose sur les épaules. Mais c'est comme j'ai dit, il y a à boire, à manger pour tout le monde. J'ai dit, moi, ma carrière, elle est comme ça. Elle m'appartient. Exactement. Ça ne peut pas. Voilà, on n'allait pas. Maintenant, on peut dire des ci, des ça. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu verras toujours des gens, de toute manière, vous pouvez faire
Bah, après Eden, après la carrière qu'il a fait, il y aura toujours des gens qui vont dire des trucs. Donc c'est comme ça fait partie de la vie, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui fait la beauté du football, c'est dans la vie pour tout le monde. Donc voilà, comme je dis, je répète, moi j'ai eu cette chance de porter le maillot. Et ça, C'était comment l'équipe nationale? c'était bien, hein, c'est l'équipe nationale. C'était magnifique. Non, on a une bonne bande de potes, pardon. Je dis quand à l'époque c'était qui? Il y avait Olivier Renard, moi, Proto, à un moment il y avait Jean-François Gillet, Eden, Miralas, Van Buiten, Filani, Ouais. c'était vraiment, on Ça faisait rigolait, bien rigoler, ouais, ça faisait bien rigoler. On avait vraiment une super équipe, on se sentait vraiment super bien. Et puis, on va y dire, malheureusement, t'es là et puis ça commence tout doucement à chuter, entre guillemets. 2011, donc comme je le dis, tu es au top, numéro 1 à Gladbach, derrière toi Ter Stegen. En équipe nationale, derrière toi, tu viens d'en parler, des Olivier Renard, des Silvio Proto, tu as un Courtois qui arrive tout doucement aussi. Et puis tout s'effondre. Tout s'effondre, tu perds ta place numéro 1 en club, en équipe nationale, suite à des mauvaises prestations, mais pas que, l'hygiène de vie qui parfois était loin d'être pro. La presse à scandale aussi qui s'en mêle. Qu'est-ce qui s'est passé, Logan? C'est passé. Il s'est passé beaucoup de choses. Dans les grandes lignes. Il s'est passé beaucoup de choses. Non, je pense que l'histoire de Gladbach, ça a commencé par une blessure que j'ai eu au pied, une fracture, et tout s'enchaîne, et puis des résultats, et puis ceci, et puis cela. Et c'est tout un engrenage qui a fait que voilà, j'ai une chute, une belle chute. Mais voilà, après j'ai rebondi encore dans d'autres clubs, donc voilà, mais c'est vrai que voilà, ma vie extérieure, mes frasques entre guillemets, m'ont coûté peut-être plus d'années au très haut niveau, ou peut-être pas. Voilà. Donc, je ne saurais pas le dire, personne ne saurait le dire, parce que il y en a qui vont dire si, mais il aurait pu avoir, c'est quoi une meilleure carrière, c'est quoi une moins bonne carrière. Moi j'ai fait la carrière que j'ai fait, c'est vrai, peut-être avec des si, peut-être aller au part, on ne le sait pas. Je ne le saurai jamais, personne ne le saura. Donc c'est ça que je me dis que c'est comme ça. Voilà, j'assume entièrement tout ce que j'ai fait. Et ça, un truc que je ne ferai jamais, je ne le ferai jamais à la faute sur qui que ce soit. Que ce soit de mes amis, parce qu'on m'a parlé, ouais, tes fréquentations, ta famille, c'est pas vrai. Moi, mes choix, je les faisais moi comme je les voulais. Si je décidais de sortir jusqu'à 6h du matin, je sortais jusqu'à 6h du matin. On ne mettait pas, on ne venait pas me chercher. On ne poussait pas à ne pas sortir de la boîte. C'est un exemple, je ne dis pas que je l'ai fait, mais voilà, par rapport à l'argent, aux voitures, à ceci. J'étais majeur et vacciné, je faisais ce que je voulais. C'est vrai qu'à l'époque, on parle quand même de voiture, tu parles de voiture, on a parlé de ces histoires de surendettement, après d'addiction au casino, jeux c'est de pas ça. hasard. Alors j'ai énormément Il d'addictions. y a eu tellement de choses, hein, à un moment donné, c'était, j'avais l'impression qu'il y avait une déferlante sur toi, c'était vraiment c'était vraiment un truc de C'était fou, vraiment quoi. ça. J'ai eu beaucoup d'addictions dans ma vie, mais une que je n'ai jamais eue, c'est les casinos. D'accord. J'ai pas eu. Je ne sais pas jouer au poker, je ne sais pas jouer blackjack, je ne connais aucune règle de jeu de. Je pense que je suis un des seuls joueurs qui ne pas savoir jouer au poker. D'accord. Donc les casinos, c'est pas vrai. Maintenant les voitures, c'est vrai, j'ai eu énormément de voitures de luxe, voilà, comme tout le monde, mais au fait, voilà, en fait c'est une question de génération, je veux dire. Voilà, moi à l'époque, je suis arrivé avec un sac Louis Vuitton en équipe nationale, ça a fait polémique, ça a fait des histoires. Je suis arrivé une fois avec une Bentley, ça a fait des histoires. Aujourd'hui, Louis Vuitton fait partie. C'est limite si tu n'en as pas un. J'ai vu ça a défilé. Quand on compare l'arrivée des joueurs de l'équipe de France, je sais pas si tu même regardes. le belge, hein. Ouais, Mais c'est beau à voir, c'est comme ça, la vie est faite comme ça. Vous gagnez énormément d'argent, c'est comme ça, c'est du maturus. Ils ont raison, les gars, ils ont raison. Vous gagnez, voilà, il y a des gars qui prennent des 3-4 millions par mois ou je ne sais pas combien. Ils vont pas, pourquoi ne pas se faire plaisir, acheter une voiture à 3, 4, 5, 600 000. C'est leur problème, c'est leur problème. Moi j'ai toujours dit ça, c'est comme ça. Toi, comment tu as fait pour sortir de toute cette polémique? Qu'est-ce que tu as mis en place? Je prends avec vous, voilà, c'est pas que j'ai mis quelque chose en place vraiment, c'est que voilà, j'ai toujours été entouré de ma famille au jour d'aujourd'hui, et que voilà, à force
des erreurs, bah, petit à petit, on essaie d'avancer, on se raccroche avec ce qu'on peut, et puis voilà. Force de travail, d'essayer de retrouver, vous retrouvez un club, à gauche, à droite, voilà. Donc, voilà, c'est pas que moi, ma chute, elle a été, voilà, je suis tombé au plus bas, que je suis resté au plus bas. Non, parce qu'après, ça monte. À Gang, voilà, j'ai encore eu des clubs prestigieux. Ouais. On va en parler après. Donc voilà, c'est vrai qu'on va parler d'une petite chute à Mönchengladbach, pardon. Mais voilà, j'ai perdu ma place pour voilà, certains. Ouais, donc, je veux dire, le numéro 2 n'était pas, c'était pas n'importe qui. Non, mais voilà, peut-être que j'ai trouvé des numéros 2 qui étaient quand même pas mauvais. Voilà. Attention. Donc, voilà. Non, j'ai peut-être provoqué, j'ai sûrement provoqué ma sortie de but. Mais voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de ma carrière, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma personnalité. Et aujourd'hui, avec le recul, avec ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes? À quoi doivent-ils faire attention? Un conseil. De grand frère, si je puis dire. Un conseil, c'est de bien écouter sa famille et de bien écouter les gens qui sont autour. Parce que bon, aujourd'hui, on est beaucoup plus protégé par rapport aux agents, ceci, cela. Et voilà, donc je pense qu'il faut faire très très attention à ce qui est extra-sportif, que ce soit sortie, alcool, tout ça, parce que c'est un vrai engrenage. Moi, je l'ai vécu. J'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte, et beaucoup de temps à en parler et à assumer ce problème d'alcool, je veux dire, parce qu'au fait, c'est un échappatoire. J'étais arrivé dans un engrenage, c'est un échappatoire. Avant, c'était festif, tout le monde va en boîte, tout ça. Puis plus ça avance avec les années, des petits soucis, ceci, cela, on se renferme sur l'alcool. Moi, ça a été comme ça. Et voilà, et en fait, j'ai vraiment à cœur à parler de ça parce que c'est un fléau. Tout le monde croit que l'alcool est festif, mais il y a énormément. Bon, je pense qu'on a entendu il n'y a pas si longtemps Wendy qui parlait de son addiction aussi à l'alcool. Donc voilà, moi je n'ai plus peur d'en parler parce que c'est pas, je veux pas m'en cacher derrière un gars qui va dire non, j'ai pas suggéré du tout, je n'ai pas géré du tout. Et voilà, c'était vraiment une grosse addiction. À certains moments, voilà, dès qu'il y avait un problème, on se mettait là-dedans. Et là, ça fait des mois et des mois que j'ai travaillé dessus, que voilà, je vis très très sainement. Plus sainement que tout au long de ma carrière, je pense. C'est vrai que, pareil que chez Basic Fit, ça va bien. Ouais, franchement, je rentabilise mon abonnement. J'y suis tous les jours. Mais voilà, en fait, le déclic a fallu le temps que je prenne par rapport à ce problème d'alcool. Et voilà, franchement, là, avant, c'était comme difficile d'en parler parce que, comme tout le monde sait, c'est pas facile d'en parler. Non, c'est jamais simple. Et moi, j'ai réussi, voilà, j'en ai parlé à des gens, j'en ai parlé à toute ma famille, parce que ma famille m'a vu aussi dans ces moments très durs. Et franchement, moi, je m'en suis beaucoup voulu par rapport à ça parce que ils m'ont vu dans ces moments très difficiles, ils me cachaient dans l'alcool, des trucs comme ça, alors que l'alcool, vous ne pouvez pas le cacher. Tout se voit. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, voilà. Donc moi, je tiens vraiment à cœur à parler que tout le monde doit faire vraiment. On est à l'abri de rien par rapport à ça. Okay. Et voilà, il ne faut pas croire que c'est un échappatoire ou qu'on se dit non. Il faut faire très très attention à ça parce que ça peut devenir très vite une addiction et ça peut vous mener très très bas. Donc voilà, les jeunes, si vous nous écoutez, le conseil de Logan, un verre c'est assez. 2, ça peut aller plus loin. Voilà. On peut même pas en prendre, c'est encore mieux. Voilà. Maintenant, pour ceux du foot provincial, 1 c'est assez. La suite, parce que là, on remonte tout doucement. À Louvain. Ouais. 2012, après des prêts à Neuchâtel, c'est ça, Neuchâtel en Suisse. Un retour à Gladbach et puis à Genk, tu arrives libre à Louvain. L'impression que moi tu me donnes à l'époque, c'est que tu avais besoin déjà de te retrouver toi, mais de retrouver aussi le jeu. La priorité c'était le foot et un poste de gardien à temps plein entre guillemets. Est-ce que toi tu partages cet avis? Ouais. En fait, j'ai pu jouer en Allemagne, puis j'étais prêté 6 mois en Suisse. Ouais. C'est une catastrophe le club. Il paraît que il t'est pas payé. Ouais, j'ai pas été sur un autre contrat, j'ai pas vu 1 euro. Ok, super. Et puis voilà, puis je suis revenu 6 mois à Genk.
que j'ai joué directement parce que Coquelet s'était blessé. Et puis ils ont pas levé mon option. Et puis voilà, et puis, j'ai retrouvé directement Wachel, qui était voilà, une très belle option pour moi. De revenir voilà, en sélection. Louvain, c'était le bon choix après 2 ans de traverser du désert, entre guillemets. C'était intelligent de partir sur quelque chose de sérieux en D1. Ouais, c'est ça. Ouais, en plus, voilà, c'était un club qui était un peu connu. C'était pas le Louvain maintenant qui a été repris par Leicester. Mais voilà, c'était un bon petit club. Et voilà, j'ai fait 3 ans, je pense. Ouais, 3 ans, j'allais venir. Tu vas jouer 3 saisons là-bas. Et malgré la relégation en D2, tu restes. Pour remonter l'année d'après avec le tour final de D2. C'était un peu ta manière à toi de dire merci à ce club, merci de m'avoir redonné ma chance et de montrer que je suis fidèle et que j'ai des valeurs. C'est ce qui s'est vraiment passé en fait, parce que j'ai passé 2 ans là-bas exceptionnels avant qu'on tombe en D2. Ouais. Je m'entendais vraiment bien avec tout le monde, franchement c'était un super club familial. Comme je dis, c'est pas le Louvain de maintenant, voilà, c'est encore la petite tribune debout. Et puis ouais, ils tombent en D2. Les deux, on fait voilà, une saison assez, parce qu'on a joué 2-3 saisons de très bonnes, très moyennes, on tombe en D2. Et c'était, si je ne me trompe pas, Leco comme entraîneur. C'est possible. Ouais, je l'ai eu comme. Non, c'est lui qui vient comme entraîneur au début de saison en D2. Et moi, je vais trouver les gens et je leur dis écoute, je vous donne ma parole. Il voulait que je reste absolument. Je lui ai dit écoutez, je reste et je vais vous faire remonter en première division. L'année prochaine, je vous remonte. C'est ce qu'on a fait. C'est une belle preuve de. Ouais, parce qu'il faut savoir que bon, par rapport au football, on perd énormément d'argent. Par rapport au contrat, par rapport à ceci, cela. Et moi, j'aurais dit écoutez, je reste, mais je vais vous faire remonter ça. C'est ce qui s'est passé. On a un groupe extraordinaire. Et on nous a mis, on n'a pas donné au tour final et qu'il y avait Le Pen. Et nous 4, on nous a mis, on nous a donné 5% de chance. Et on a tout cassé. Et puis après, ben. C'est le petit Glasgow. Alors, comme tu le dis, on remonte en 2015, vous remontez en D1 avec Louvain. Et là, toi, tu choisis de partir en Écosse, dans ce club historique des Celtics. Ouais. Pourquoi l'Écosse? Pourquoi retenter sa chance à l'étranger? Très bonne question. J'étais à Louvain, puis on me contacte des agents. Ils me disent voilà, on a un club pour toi qui va jouer l'Europe, au niveau européen. Donc moi, je me dis dans ma tête, je me dis des clubs européens qui veulent jouer, qui jouent préliminaire. Il y a toujours des clubs un peu perdus à gauche et à droite qu'on ne connaît pas. Donc je me dis oui. Au fond de la Roumanie, voilà. Des trucs comme ça. Donc je dis oui, comme tout le monde. Voilà, je dis oui, comme j'ai dit. Voilà. Je dis ok, ben ça va, venez parler. Donc ils entament la négociation et puis ils arrivent vraiment avec le vrai nom de l'équipe. Et ils me disent que c'est le plus de Glasgow. Je ne peux pas dire non. Ah non, c'est impossible. Je peux pas dire non. C'est impossible. Moi, je connaissais Celtic, mais je ne connaissais pas exactement les clubs. Mais j'ai été là-bas directement. J'ai pas de mots pour décrire ce club. C'est quelque chose. Hein. C'est exceptionnel. Ça fait partie des plus grosses fiertés de ma carrière d'avoir. Moi, j'ai une question personnelle qui me vient maintenant à l'esprit. Les derbies contre les Glasgow. Ah, c'est exceptionnel. Il faut le vivre pour le croire. Voilà, moi j'ai eu la chance de pouvoir amener ma famille et tout ça. Ils vous diront, mais que ce soit pas que les derbies. Quand vous faites des matchs à l'extérieur, il y a plus de supporters du Celtic que de l'autre équipe. C'est un club qui a une histoire, c'est un club qui les supporters, la ville. C'est exceptionnel comme club. Voilà, j'ai pas joué énormément parce que voilà, je crois que sur 2 saisons, c'est 9-10 matchs. Et la même chose, j'ai fait une Champions League, une Europa League avec le Barça de Messi. Voilà, j'ai gagné 2 titres, 2 coupes. Gillian, j'allais dire, mais c'est pas grave, tu me coupes, mais c'est bien, ça me fait plaisir. Parce que je vois que toi, tu es dans. Ouais, parce que c'est une fierté. C'est bien. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir jouer là-bas. Et moi, j'ai connu cette chance de. Exactement, et j'y viens, un choix réussi, car tu remportes le championnat en 2016 et 2017, et en 2017, vous faites même le doublé avec la Coupe d'Écosse. C'était le premier véritable titre en gros. Ouais, par le titre de D2. Ouais. Mais vraiment titre en tant que joueur, ouais.
Ça devait être fabuleux. Ouais, c'est exceptionnel. Je vous dis, je suis arrivé là, je n'avais pas pris conscience de l'impact de ce club, que ce soit en Écosse ou en Europe, parce que nous partons là, on a fait la Champions League, on est parti, je pense, à City, on a fait Mönchengladbach, on a fait l'Ajax, Barça. C'est des gens qui vivent pour ce club, ils tueraient pour ce club. C'est un peu comme avec la Turquie, c'est des fanatiques. Ah ouais. Voilà, le Never Walk Alone, pour les matchs. Je nage sur l'épaule sans parler parce que il faut vraiment le vivre pour le croire. Et quand on parle de ça aussi, alors c'est une photo que je dois quand même mettre en avant, parce que dans l'équipe, sur tes 2 saisons à l'époque, il y a quand même des grands noms. Et il y en a, je suis persuadé que certains n'y pensent pas, mais Van Dijk, Boyata. Ouais. Boyata qui partira par après à City, si mes souvenirs sont bons. Non, il venait de City. Il venait de City, oui. À Berlin. Tierney, qui joue maintenant à la Sociedad. Qui était à Arsenal. Arsenal, oui. Kolo Touré, pas n'importe qui, excusez-moi. Scott Sinclair. Ouais. Et Moussa Dembélé. Alors je peux en citer un peu. Moussa Dembélé qui a fait une super carrière aussi par après à Lyon. On parle quand même, t'as quand même joué avec tes joueurs, t'as affronté quand même des gars, c'est quand même ouf quoi. Ouais, je suis arrivé, je pense que Virgil van Dijk venait de Sunderland. Non. Southampton. Non, il est parti à Southampton. Il est à Liverpool. Ouais. On jouait avec lui, puis il y a des gars avec qui j'ai joué, mais c'était vraiment, c'était plus que l'époque qu'on était, c'était franchement l'ambiance de cette équipe. Sans parler du capitaine Scott Brown qui est légende. Moi j'étais tout avec lui, je dormais avec lui quand on partait en isolé, on partait en stage ou des trucs, j'étais avec lui. Vous imaginez pas la simplicité de ces gens-là. À Kolo Touré, moi je suis arrivé, j'étais blessé, il était avec moi, j'ai fait ma rééducation avec Kolo Touré. C'est un gars, il n'y a pas plus simple que lui. Kolo Touré, Virgil, la même chose. C'est quand même quelqu'un aussi. Ça devait quand même pas être facile à l'entraînement en tant que deuxième, ça devait se faire allumer quand même pas mal sévère. Parce que Van Dijk il faisait tout. Il tire, même à Liverpool, il tirait il tirait, il driblait, il faisait les sorts, il était à réception et tout. Non, ça a été qui était très très costaud. Tu gardes quoi comme souvenir toi de Glasgow? Oh, que de bons souvenirs. Déjà le titre que j'ai remporté, et puis cette ferveur, et puis comme j'ai dit, avoir eu l'honneur et la chance d'avoir porté ce maillot du Celtic. C'est magnifique. Ouais. Retour en Belgique, du côté de Moucron. Donc après 2 saisons, donc au Celtic, pardon, tu décides de revenir en Belgique du côté de Moucron. C'était important pour toi de revenir en Belgique pour la famille? T'avais accompli quelque chose à l'étranger? Ouais, ben voilà, c'était mon contrat se terminait au Celtic, je suis revenu. Et en fait, une grosse erreur entre guillemets de ma part, c'est que j'ai pris énormément de temps avant de me décider quoi que ce soit. Je crois que c'était, c'est pas 4-5 mois que j'ai pris avant de reprendre du service. Et voilà, en fait, j'ai pris. Après, mon compte est arrivé, et puis voilà, je me dis que c'était le bon moment pour reprendre du service parce que j'étais encore jeune, j'étais encore apte à jouer au football. Oui, j'allais dire, c'est vrai que comme tu dis, tu as pris le temps. Et à quoi on pense quand on est gardien à 32 ans à l'époque, déjà 16 ans de carrière derrière toi et 2 belles années à l'étranger, qu'est-ce qu'on se dit? Moi-même, on se dit qu'on va souffler un peu, je pense. Ouais. On va souffler, parce que quand j'étais au Celtic, mes enfants étaient ici, moi j'étais séparé, ça a été très compliqué pour moi, et puis voilà, à mon avis, je suis rentré, je voulais vraiment un peu décompresser, souffler. Ouais. J'ai un peu trop décompressé. Non, je suis arrivé là, j'ai dû refaire une préparation mais de malade, parce que j'étais en surpoids. Okay. Et voilà, j'ai très galéré comme jamais pour retrouver une place de titulaire. Vous finissez 14e cette année-là avec Moucron, ce qui dans l'ensemble n'était pas une mauvaise saison pour Moucron. Et j'ai un peu analysé les statistiques, ce que j'aime bien faire, je le reconnais. Moucron prenait beaucoup moins de goals quand tu étais dans les cages. Il faut le dire, il faut le souligner. Donc voilà, c'est que ça veut quelque chose. C'est que tout s'est J'ai une autre anecdote, c'est que j'avais des primes pour le clean sheet. C'est vrai? Ouais, mais j'en ai eu que. Donc voilà. Bon, après, un goal, c'est prendre un goal, si on en met 2 de plus, voilà, c'est bien. C'est ça, non, donc non, ça a été une belle période aussi. Voilà, j'ai connu énormément de gens là-bas à Moucron, dans la ville. Je suis resté très très proche avec eux.
Et puis voilà, c'est un club familial qui mérite d'être bien plus haut. On est d'accord. Par après 2019, Namur en D2, Ouais. passage éclair de 6 mois, pourquoi? Ouais, ils sont venus, je ne jouais plus. Voilà, ça vient, ça vous propose un peu un contrat, et puis vous le faites quoi. Mais, voilà, j'avais décroché totalement. Mais j'allais venir, j'en ai cette Voilà, sensation. C'était pas raisonnable de ma part d'avoir repris parce que physiquement je n'étais pas prêt du tout. Okay. Et que voilà, c'était pas. Mais voilà, il y a le Covid qui est vite arrivé, qui m'a sauvé entre guillemets. Ton avis sur ta fin de carrière? Bon, alors j'aurais préféré qu'elle soit plus belle que ça. Plus belle, mais voilà, c'est comme ça. Ça a été les montagnes russes un petit peu, hein. Ça a vite démarré, c'est remonté, c'est Ah redescendu. ouais, il y a pas de montagnes russes. Mais voilà. Mais la fierté est là quand même. Elle est là, elle restera là. Par après, entraîneur des gardiens à Differdange, en D1 luxembourgeoise. Entraîneur des gardiens à l'Union, avec Karel Gerhardt. Ouais. Très belle année. Hein. Ouais. Très belle année, même en Europa League, vous faites des super trucs. Quart de finale, exactement. Demi-finale de Coupe de Belgique. Et avant que je parte, on était premier au classement, on commençait les playoffs en tête. Et maintenant, aujourd'hui à Virton. Voilà. C'était la suite logique pour toi de devenir entraîneur des gardiens après tout ce... Mauvaise question. Du tout. D'accord. Mais ça tombe bien que je pose cette question. Ouais, franchement, je ne me voyais pas du jour au lendemain comme ça entraîneur. Mais vraiment pas. Non. C'était pas un truc que j'avais en tête. On se dit, on veut rester dans le monde du football parce que on ne se voit pas faire autre chose. Avec tout le respect que j'ai pour que ce soit pour les jeunes qui travaillent entre guillemets normalement. Moi j'ai fait toute ma carrière, j'ai joué au foot et je ne me voyais pas ne plus travailler parce que de A, la vie continue, et de 2, j'ai pas gagné 100 millions, 200 millions d'euros pour vivre comme un roi, loin de là. Donc il fallait que je continue dans le monde du football. Et puis c'est un ancien joueur avec qui j'ai joué à Game, Jean-Philippe Caillet, défenseur, qui était dans le staff, qui était dans le comité de Differdange, qui m'a sonné, il m'a dit écoute, est-ce que tu veux devenir entraîneur gardien? J'ai dit oui. Donc ça a commencé là, mais je redis et je dirais tout au long de ma carrière d'entraîneur, c'est très compliqué de donner un entraînement. Faut pas croire. Moi je le vois bien, j'entraîne des Lucas, c'est pas simple non plus. Faut pas croire que du jour au lendemain vous avez été joueur de foot que vous serez entraîneur. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Encore on parle d'un niveau là. Moi ça fait 3 ans que je le fais, j'apprends jour après jour encore des choses différentes. Et voilà, c'est pas juste mettre des cônes, des entraînements, vous devez connaître tout, le timing, les bons exercices, les bons temps de repos. C'est tellement un travail. Moi, c'est une fois que j'étais vraiment dedans que je me suis rendu compte que le travail d'entraîneur, ce que c'était. J'ai dit, voilà, quand j'étais à l'Union, j'arrivais là à 7h du matin, 7h30, je repartais, il était 16h. C'est pas qu'on arrivait, les gens. Pas une session de 1 heure. Non, il faut tout analyser, il faut tout préparer, tout est comme ça. Mais c'est ça qui fait la beauté aussi de ce métier et que moi je prends énormément de plaisir maintenant à être passé de l'autre côté et je me sens vraiment mieux parce que voilà, je laisse la lumière aux autres. Exactement. On laisse tranquille. On va finir avec une dernière photo. Et là, j'ai envie de mettre aussi en avant ce que tu m'as envoyé. J'ai fait un petit montage. Ta famille, alors qui est qui? En haut à gauche, c'est mon beau-père avec ma mère, qui est mon beau-père qui est décédé il y a 1 ou 2 ans d'un cancer. Mes grands-parents maternels, qui sont toujours là, 91 ans. Mon fils, Prince, 13 ans aujourd'hui. Mes 2 frères, avec mon grand-père. Ici, au restaurant. Ici. Ah oui, c'est ici. Voilà. Ah oui, c'est vrai en plus. Ma fille, 19 ans, et mon père. Parce que c'est des personnes qui ont toujours été là pour moi, soit dans les bons et les mauvais moments, et que, comment dire, ils m'ont toujours suivi, toujours suivi. Et sans eux, je pense qu'aujourd'hui je ne serais pas là. Je ne serais pas là, je n'aurais pas fait la carrière que j'ai faite. Qui aille de haut, des bas, je m'en fous. Mais voilà, eux, que ce soit mes grands-parents au tout début, en plus j'ai encore un regret dans ma carrière que j'ai eue, c'est que mon grand-père paternel et mon oncle paternel étaient aussi dans le football. Mon oncle était un très bon joueur, il est décédé quand j'étais petit. Donc j'ai un peu ce regret qu'il n'a pas pu assister à ma carrière parce que c'était un grand gardien, il jouait très bien. Et
bon, il est décédé, j'étais très très jeune et j'ai pas eu cette chance qui pousse mon fils. Mais le reste, que ce soit mes frères qui ont été sacrifiés pour moi. Ouais. Parce qu'il faut dire ce qui est quand vous êtes joueur professionnel, que vos parents doivent aller à gauche, à droite, se taper des Ah, clubs. c'est pas simple. Vos frères doivent faire énormément de sacrifices. Donc, ils ont été un peu mis sur le côté à cause de moi, on va dire. Et puis voilà, puis ma mère qui a toujours été là au jour d'aujourd'hui, qui est toujours là pour nos enfants, pour nous, pour mes grands-parents, parce qu'elle s'occupe de mes grands-parents aussi. Mon père qui est toujours là aussi au jour d'aujourd'hui, à gauche, à droite pour mon fils, pour moi, il est toujours au match. Et mes enfants, voilà, mes enfants, j'ai pas de mots pour décrire le bonheur que ces enfants m'ont apporté, qui m'apportent encore, surtout cette force déjà de m'être relevé de tous ces moments négatifs de ma vie et qui me donnent cette force d'avancer. Donc, sans eux, je ne serais pas là. Et je pense que je le dois, mais c'est énormément, je le dois franchement. Je leur dois la vie que j'ai, et que j'ai eu tous ces moments de bonheur, parce qu'eux, ils ont eu aussi des moments de douleur à cause de moi aussi, parce que c'est pas facile d'avoir un fils qui joue au football, qui a voilà, des hauts et des bas. Mais eux, ils ont toujours été là, vraiment à m'épauler, et franchement, je leur dis c'est plus un tout grand merci que je dois leur dire, c'est vraiment merci. J'ai pas de mots en fait pour décrire l'amour que j'ai, le remerciement et ce que je leur dois pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. C'est une séquence assez émotionnelle. Ici, j'ai l'impression que les larmes coulent un tout petit peu. Ben voilà. Et je sais que quand on discutait un petit peu par téléphone, quand je t'ai demandé, tu as des photos de ta famille, tu m'as envoyé pas mal de photos ici. Et je t'ai dit, écoute, il y en a beaucoup, je ne peux pas les mettre toutes en avant. Et tu m'as dit, écoute Pierre, s'il te plaît, ils ont tous quelque chose dans ma carrière, je veux les mettre en avant, je veux les remercier. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Et je sais que là, je vois que ça te fait à cœur de faire. Et moi, je te remercie aussi pour cette séquence qui est en train de me prendre tout doucement aussi. Parce que je suis père aussi, donc je sais que c'est pas facile non plus au quotidien. Et je sais que tu avais cette envie de les mettre en avant, donc merci à toi aussi. Ben je reviens là-dessus, c'était très important parce que je pense que, pas que les bons côtés, ils ont vécu des moments très 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 compliqués. Et voilà, on est toujours là, on est toujours une famille soudée, on est toujours là pour l'un pour l'autre. Et voilà, je vous remercie. Parfait. On va terminer cette interview par le traditionnel question-réponse. Alors, je ne sais pas si tu connais le principe, tu poses des questions. Ouais. Tu réponds le plus brièvement possible, le plus vite possible. Tu peux donner plusieurs réponses, il n'y a pas de problème, mais ça doit être du tac au tac. On est prêt? C'est vrai. Un entraîneur qui t'a marqué? Les Kens. Les Kens? Ouais. Pourquoi? Parce que voilà, ces causeries d'avant-match, c'était long couteau. Voilà, c'était un sketch. Par contre, un entraîneur qui ne t'a pas marqué? Celui qui m'a quitté du Gladbach, je ne sais plus son nom. Je ne me souviens plus de son nom. J'irai dans les archives. Ouais. Un club dans lequel tu aurais aimé jouer? Standard. Oui, c'est vrai. En pro, tu n'as pas eu cette chance. Je pense que ça t'aurait bien aidé. En Belgique ou... Oh, n'importe où. Oh, il y en a. Non, le Standard, je suis sûr et certain qu'avec la ferveur que tu as, ça aurait pu être magnifique. Non, c'était un club que j'ai regretté de ne pas avoir eu cette chance de passer là-bas. Le nombre de joueurs au Standard qui n'ont pas été pro, on en a tellement parlé déjà. Ouais. Et en Europe ou ailleurs? En Europe, ça reste les grands, les Barça, le Real Madrid, tous ces grands clubs. Le joueur le plus fort contre qui tu as joué? Ronaldinho. Il y en a d'autres? J'ai joué contre Ronaldinho, j'ai joué contre Ribéry, j'ai joué contre Ozil. Je pense que ça doit pas mal. Le joueur le plus fort avec qui tu as joué, que ce soit en club ou en équipe nationale? Eden. Eden Et Kevin. Ouais. Et en club? En club, Kevin. Ah oui, c'est vrai. Il a joué avec la game. Ah oui, c'est vrai. Après, il y a aussi des Marco Reus. Ouais. Des Marco Reus. Ton meilleur ami dans le football? Oh. Pas facile cette question-là. Ah non, parce que franchement. Peut-être pas le meilleur ami, mais en tout cas celui
si je puis me permettre de le dire, quelqu'un à qui tu as une relation un peu particulière dans le football? Oh, dans le milieu du football, c'est Olivier Renard. Olivier Renard? Ouais, j'ai eu quelques années où on était vraiment très proches. Voilà, on a fait des vacances, des nouvelles heures, ensemble. Et voilà, là on s'est perdu de vue depuis un petit temps, parce que bon, vu son voyage aussi du côté du Canada. Du Canada, oui. Et voilà, non, mais c'est avec qui je pense que j'ai eu la plus grosse affinité dans le football. Voilà, à l'époque, on était surtout ensemble, mon ex-femme était très proche de sa copine, elle se connaissait. Donc on était, pendant plusieurs années, on a fait des nouvel an avec Eric de Flandre, Stéphane Audet, le chauffeur du club du Standard, on faisait des nouvel an tout le temps ensemble. Difficile cette question-là, mais le plus bel arrêt de ta carrière? Le plus bel arrêt de ma carrière, je pense, c'est. J'en ai fait un au Werder Bremen. Celui où c'est sur la ligne. ligne. C'est ça. J'en ai tellement. Mais non, je rigole. Non, voilà, des beaux arrêts, on en fait tout. Non, mais je suis fidèle pour ça, l'esprit, parce que c'est un arrêt vraiment important. C'est le premier match et ça a été un match exceptionnel que j'ai fait dans le vrai. Tu sais qu'on a failli jouer l'un contre l'autre, toi et moi? Bressou, P3. Je suis parti trop tôt. C'est vrai, non, franchement, quand j'ai. Allez, blague à part, le premier match qu'on devait jouer c'était contre vous. Ouais. Et je me suis dit. C'est parce que je partais à différents. C'est vrai, c'est ça. Tu l'aurais vraiment fait entre nous? Je pense, oui, j'avais donné ma parole, donc j'aurais peut-être joué, j'aurais peut-être pas joué beaucoup, mais parce que voilà, en fait voilà, c'est le plaisir de jouer. Ouais. Même maintenant, moi, c'est le plaisir de jouer. Mais après, quand on voit maintenant le niveau, c'est cool. Voilà. Moi, je voulais pas qu'on prenne la télé. En ancien joueur, moi, je connais beaucoup d'anciens joueurs qui jouent dans des petits clubs. C'est pour se faire insulter, des trucs comme ça. Voilà, on est là pour le plaisir. T'es fier de ta carrière? Ouf, je suis plus que fier. T'es resté en contact avec des diables de la génération dorée? Ouais, de temps en temps, certains joueurs, vite fait quoi, sur les réseaux. Une anecdote à nous raconter, quelque chose croustillant maintenant? Vraiment croustillant? Ouais, tu peux le dire, c'est pas qui va. Une anecdote. De n'importe quand. Peu importe. Quand j'étais petit. Peu importe, un truc que tu te dis ça m'a marqué et je veux le dire. Ça m'a marqué parce que quand j'étais petit, j'en ai encore parlé ce matin, que j'ai commencé à jouer au football. On voulait me mettre au goal. Mon entraîneur m'a dit à mon père, je ne le mets pas au goal parce qu'il ne deviendra jamais gardien. Ok, c'était ma prochaine question. Tu as commencé au goal, mais tu l'as voilà. C'est un truc de ouf. Là, j'ai commencé défenseur à Chorat. Ok. Donc, le gardien était par là, ils n'ont pas voulu me mettre au but. Il a dit votre fils ne sera jamais gardien de but. Donc, c'est peut-être ça qui m'a fait devenir gardien. Voilà, il m'a donné l'envie. Bon, bah, tu as répondu à la question. Ouais. À refaire, qu'est-ce que tu changerais? Rien. Rien. Rien du tout. En quelques mots, la famille, c'est? Oh, c'est toute ma vie, c'est tout. C'est mon bonheur. C'est toute ma vie. C'est ma raison de vie. C'est mon oxygène. Il y a tellement de choses que je peux décrire. C'est un pur bonheur. Voilà, c'est magique. Et pour finir, en quelques mots, Pleine Lucarne, c'est? C'est magique. C'est exceptionnel. Non, c'est un super, des super personnes déjà de là. Et voilà, c'est vraiment bien de mettre en avant les joueurs, encore maintenant, comme ceux qui ont arrêté ou même de plus bas niveau. Je crois que c'est le football belge, plus liégeois, on a besoin. C'est ce qu'on essaie de faire. Je te remercie vraiment de l'honneur d'avoir pu participer. Au moins, ça n'aurait pas été dans ma lucarne, mais ça aurait été. Merci, ça va finir sur ça alors. Ça n'aura pas fini dans la lucarne de Logan, ça finira dans la mienne. Pour une fois. C'était Pierre avec Victor derrière la caméra, avec Logan Bailly aujourd'hui. Logan, je te remercie pour cette interview. Merci à vous. Ce fut un super plaisir, une magnifique expérience. Merci à vous aussi qui nous suivez maintenant depuis quelques mois. On vous avait promis une super surprise, elle est là, elle est toujours là. Et voilà, continuez à liker, continuez à commenter, aussi à dire ce qui ne vous plaît pas ou à dire ce qui vous plaît.
Nous derrière, on fera le taf. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Merci Logan. Merci beaucoup, plaisir.